Bonjour à tous. Donc, on revient sur les onduleurs Émilie qu'on avait commencé en cours vendredi dernier. Donc, ici, on a le schéma d'un HR4 cadran, tel qu'on l'a déjà vu. Comme on avait dit, le HR4 cadran est un peu euh, le circuit de base qu'on va utiliser pour pouvoir faire un onduleur de type Émilie, donc la modulation à largeur d'impulsion. La théorie derrière cette stratégie est de dire, avec un HR4 cadran, on avait déterminé qu'on pouvait varier la tension de la tension de source DC, ici, donc on va dire Vin, jusqu'à moins Vin, et qu'on était capable de prendre cette tension-là et de la mettre à n'importe quelle valeur entre les deux, de façon fixe. Donc, la théorie au niveau de l'onduleur, comme on disait, c'était qu'on peut tout simplement, au lieu d'utiliser un D constant, utiliser une fonction D de T. Donc, faire varier notre D dans le temps rapidement, de façon à représenter et à reproduire la courbe d'un sinus comme on voudrait faire. Donc, ici, j'ai fait une petite représentation très simpliste de qu'est-ce que ça peut donner. Mais dans le fond, lorsqu'on le signal en rouge, en réalité, est le signal qu'on veut recréer à l'aide de notre onduleur. Et donc, tout simplement, en lui appliquant une tension un petit peu avec la modulation à largeur d'impulsion, ce qu'on fait, c'est lorsque la tension est au point le plus élevé, on veut des bandes plus larges dans le haut. Lorsque la tension est plus basse, on veut des bandes moins larges. Lorsque la tension est négative, on va fortement dans le négatif. Et lorsqu'on est un petit peu moins dans le négatif, on fait des bandes moins larges, tout simplement. Donc, si on trace la tension moyenne que ça donne, ben notre tension moyenne se déplace et va nous donner un sinus à peu près comme ça. Donc, plus notre fréquence de découpage, donc la fréquence de découpage, c'est la fréquence FC, c'est la fréquence ici de notre HR. Donc, c'est la durée d'une période ici. Fréquence de coupure. Plus la fréquence de coupure est grande, plus notre production va être fidèle. Donc, FC, c'est la fréquence ici de notre onduleur. Tandis que la fréquence de notre signal désiré, ben, en général, ça va être par exemple un AC 60 Hz ou 50 Hz si on se trouve en Europe. Donc, on ne devrait pas jouer beaucoup sur autre chose que ça normalement à ce niveau-là. Donc, ici, il y a deux stratégies qui vont être utilisées. On avait déjà abordé au moment des HR le terme unipolaire et le terme bipolaire. Donc, le terme ici, on aurait un onduleur Émilie de type unipolaire. OK, donc je vais le marquer textuellement. Donc, ça, c'est Émilie unipolaire. Pourquoi unipolaire? Parce qu'on varie toujours d'un pôle à zéro pendant la séquence positive et d'un pôle négatif à zéro pendant la séquence négative. On aurait pu faire exactement la même chose avec un onduleur bipolaire. Okay? Sauf que le bipolaire, sa tension, lorsqu'on est positif, se rapprocherait, lorsqu'elle est à zéro, va se rapprocher de 50%, mais de haut jusqu'en bas. Si je ne veux pas faire une grosse tâche, je vais le faire en dessous. Okay? Donc, lorsqu'on est au point zéro, on veut une fréquence d'environ 50%. Donc, on pourrait dire comme ça. Puis là, plus ça monte, plus je veux avoir des barres larges en haut et minces en bas. Ainsi de suite. Et après ça, je reviens proche de 50%. Après ça, ça commence à aller très mince en haut et très large en bas. Très mince en haut, très large en bas. Et donc, encore une fois, ma tension moyenne va suivre le cours d'un sinus en faisant ça. Donc, la différence, c'est que ça, c'est bipolaire. OK? Ça ne va pas changer réellement les performances de notre circuit. Ça va juste changer légèrement les calculs qui y sont associés. OK? Donc, lorsqu'on était la semaine dernière, on a parlé d'une formule qui était, en réalité, si on varie notre fonction d de t, donc on va vouloir avoir une fonction ici d de t, donc le rapport cyclique varie dans le temps selon m sin 2 pi f t plus alpha. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le m
était notre gain qu'on va appeler. Okay, puis ça, je vais y venir en faisant un exemple. Ça va un petit peu vous faire allumer sur qu'est-ce que ça nous donne. Ici, on parle du gain. On a 2 pi f, f étant la fréquence du signal désiré. Donc, f désiré. Et A, le déphasage. Ici, donc alpha. Et donc, cette formule-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est si on a un onduleur MLI qu'on va vouloir utiliser en mode bipolaire, OK? Donc, en mode unipolaire, on va tout simplement utiliser notre HR, prendre notre fonction D de T et lui appliquer cette formule-là pour réussir à obtenir notre tension AC qu'on va vouloir avoir en sortie. OK? Dans la vie tous les jours, quand vous allez pogner votre onduleur, la formule est déjà intégrée à l'intérieur. Mais dans le fond, c'est juste au niveau du contrôleur à l'intérieur, celui qui active nos interrupteurs de notre HR. Donc, lui va tout simplement suivre une fonction sinus. Donc, c'est une programmation qui est de base, qui n'est pas compliquée. Et tout ce qu'on fait en réalité, c'est toujours ajuster par rapport au temps notre D de T. Donc, ça, c'est la formule que ça va nous donner. En réalité, ce que ça va nous faire, c'est que lorsque notre T, lorsqu'on va avoir une valeur de D de T est égale à 0, ben, tout simplement, c'est lorsque notre sinus est égal à 0. Lorsque le sinus tombe dans le négatif, on va tomber avec un D négatif. Donc, le D négatif, tout ce qu'il va nous dire, c'est qu'on continue à alterner nos portes de la même façon qu'on le fait normalement. C'est juste que lorsque D est négatif, on va l'appliquer dans le sens négatif. Ici. Donc, mais en soi, notre D est toujours entre 0 et 1. Tout ce que ça va changer, c'est lesquelles portes qu'on va activer sur notre HR rendu à ce niveau-là. En mode bipolaire, ça va être légèrement différent. En mode bipolaire, on va dire que D de T est égal à 0,5 fois 1 plus M sin de 2 pi ft plus alpha. Et pourquoi cette différence-là? Parce que lorsqu'on utilise notre HR en mode bipolaire, le 0 de notre sinus ne se trouve pas à être un D de 0, il se trouve à être un D de 0,5. Donc, lorsque ma bande en haut est aussi longue que ma bande en bas, donc DD égale à 0,5, ça me donne une moyenne de 0. Donc, cette formule-là nous permet comme de décaler notre rapport cyclique de façon à obtenir le sinus cible qu'on a ici. Donc, on va utiliser cette méthode-là assez fréquemment. Donc, que ce soit bipolaire ou unipolaire, il n'y a pas une énorme différence, ne serait-ce que, en général, on va considérer que le travail unipolaire fait une reproduction qui est légèrement plus fidèle, qui a un petit peu moins d'harmonique dans le signal, qui a un petit peu moins de bruit, si on veut. Tandis que bipolaire va être plus facile à gérer. Bipolaire, on n'a pas besoin de faire la gestion du signe de notre D de T, donc on prend la formule direct, on l'applique, ça fonctionne, merci, bonsoir, on prend notre HR sans se casser la tête et on peut parer nos interrupteurs. La plupart des contrôleurs petit budget fonctionnent selon la méthode bipolaire. Tandis que lorsqu'on va vouloir avoir un sinus vraiment de meilleure qualité, on va commencer à utiliser du unipolaire et avec une fréquence de coupure beaucoup plus élevée. Donc, le FC, on avait parlé la semaine dernière que pour avoir une reproduction fidèle de notre sinus, on va dire que FC doit être plus grand ou égal à 10 fois F désiré. Donc, règle du pouce. On ne voudra jamais mettre FC trop élevé pour rien. Parce que si on le met trop élevé, on va avoir beaucoup de pertes au niveau de notre circuit. Donc, on va avoir une efficacité moindre à la sortie, même si on va avoir un très beau sinus à la sortie. Tandis que en bas de 10 fois la fréquence désirée, notre sinus à la sortie va commencer à
ressemblait plus à ce que j'ai dessiné en réalité sur le dessin. Donc, une reproduction de piètre qualité du sinus et donc beaucoup d'harmonique dans le signal. Donc, le FC plus grand ou égal à 10 est un petit peu une valeur intermédiaire et qui est une recette qui fonctionne assez bien pour avoir une belle reproduction. Donc, maintenant, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça pour pouvoir nous enligner dans des problèmes? Comment les calculer? Comment s'assurer de choisir notre bon, comment bien calculer notre onduleur en réalité? OK? On va se faire un petit exemple avec un MLI unipolaire. Après ça, on va en faire un avec un bipolaire. Après ça, je vais vous parler des autres types d'onduleurs. Puis après, ça va pas mal être tout. Vous allez voir que les autres types d'onduleurs sont encore moins compliqués. Et bon, dépendant de la stratégie utilisée, ce sera à vous de choisir le bon. Donc, j'efface ça. Si on a un HR 4 cadrans, encore une fois, à laquelle on a une source VIN, donc un HR 4 cadrans avec une source VIN ici. C'est la plus belle résistance que j'ai faite de ma vie. Donc, notre HR 4 cadrans. OK? C'est vraiment pas le plus beau circuit, mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre. On a un HR 4 cadrans de 24 volts. Et on veut recréer un sinus, par exemple, de, on va dire, on veut en sortie fournir, donc à notre charge, une tension sinusoïdale, donc alternative, de, on va dire, tiens, 17 volts, 14 volts AC, 60 Hz. Et bon, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Donc, avec un MLI standard unipolaire, on va vouloir prendre notre énoncé et on va vouloir déterminer les paramètres qu'on connaît. Les paramètres qu'on connaît, on connaît VIN. VIN DC, dans le fond, est égal à 24 volts. On sait que notre formule, c'est D de T est égal à M sin 2 pi FT plus alpha. Bon, dans l'énoncé, on a 60 Hz. 60 Hz se trouve à être notre fréquence de notre sinus. Donc, notre F ici, c'est 60. Alpha, étant donné qu'on essaie de reproduire un sinus alternatif qui n'est pas connecté au réseau, alpha égale 0, ce qui est souvent la majorité des cas. Et le M, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le gain. Donc, le gain, on va l'exprimer par la formule M, c'est égal à la tension max de sortie sur la tension VIN. Okay, la tension max de sortie, c'est en ce moment, je veux créer, okay, puis je vais le dessiner parce que je pense que c'est important qu'on cible ça. Ma source VIN est là, 24 volts, plus ou moins 24 volts. Et ce que je veux créer, c'est un sinus de 14 volts AC. Donc, quelque chose du genre. Donc, le M, ce qu'il me donne, en réalité, c'est le rapport entre la valeur maximum que va atteindre mon signal ici et la valeur de Vin à sa capacité maximum. Donc, on va comme vouloir limiter, à partir avec ce M-là, l'amplitude du sinus qu'on va faire en sortie. Notez que si j'ai une tension Vin de 24 volts, je ne peux pas créer un sinus dont le pic dépasse 24 volts. Sinon, je vais avoir un sinus écrêté, on va dire, donc il va être aplati. Et donc, je vais avoir une mauvaise qualité de signal. Donc, on va tout simplement considérer que cette situation est impossible. Donc, pour obtenir cette tension-là, notre tension max de sortie ici, on ne l'a pas directement. On va trouver que M est égal à, on veut 14 volts AC en sortie, fois racine de 2,
divisé par 24. Ça va nous donner un ratio M. Donc, ce ratio, 14 fois 19,74 sur environ 24, ça donne environ 0,1, ce qui égale à peu près 0,82. OK? Donc, M, c'est un ratio. Donc, M égale 0,82. Donc, maintenant, ce que j'ai déterminé, c'est que j'ai déterminé que D de T va être égal à 0,82 sin de 2 pi 60 T. Et j'appliquerai cette formule-là à mon champ 4 cadrans, en mode unipolaire, bien sûr, et ça va fonctionner. Donc, j'ai trouvé mes inconnus, donc je suis prêt à utiliser ce type de circuit. J'ai aussi prouvé que, en le faisant, en remplissant mon M, que j'étais capable de le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une situation impossible puisque mon M ici est situé entre 0 et 1. Si j'arrive à un M supérieur à 1, vous allez avoir une tension éclatée, c'est impossible. Donc, vous devez écarter la possibilité de prendre ce circuit-là. Okay, donc, ça, c'est à ce niveau-là. Et maintenant, si je vous demandais, par exemple, quelle serait la fréquence de coupure suggérée pour le HR afin de pouvoir reproduire cette tension, donc on aurait tendance à, on voudrait dire normalement, la fréquence de coupure minimum devrait être de 10 fois 60 Hz. Parce qu'on a dit que ça prenait une fréquence de coupure au moins 10 fois plus élevée que la fréquence du signal qu'on veut reproduire. Donc, au moins 600 Hz dans notre HR pour pouvoir maximiser la forme de notre sinus et avoir le moins d'harmonique possible dans notre signal. Donc, ceci, c'est pour la partie unipolaire. On va refaire le même problème en bipolaire. Donc, si je veux faire cet onduleur-là avec le bipolaire, je vais utiliser la même formule. Donc, en réalité, on avait dit qu'en bipolaire, D de T est égal à 0,5 fois 1 plus M sin de 2 pi F T plus A. Bon, ce qui est merveilleux avec le mode bipolaire versus unipolaire, alpha, on trouve que D de T va être égal à 0,5 fois 1 plus M. M, c'est encore exactement la même chose. La valeur maximum de tension sur la valeur de la tension source DC de notre HR. Donc, 0,82. Ça n'a pas changé. 2 pi 0,85 sin de 2 pi. Est-ce que la fréquence de signal de sortie sera changée? Non, absolument pas. 60 T et toujours pas d'angle de déphasage dans ce cas-ci. Donc, en bipolaire, on va obtenir ça. Et donc, tout ce que ça va nous dire, c'est que dans le temps, notre D de T va varier entre 0 au minimum et 1 au maximum, de façon à faire osciller notre sinus. Donc, au niveau de l'utilisation, ces circuits-là sont hyper simples. Oui, la tension, on dit que c'est un sinus, mais en réalité, vous voyez que c'est une succession de bandes CC de valeurs différentes qui vont nous donner une valeur approximative d'un sinus. Mais ce qui est merveilleux, c'est si on filtre le tout à l'aide d'une inductance, donc notre valeur moyenne, au lieu de ressembler à une série de distorsions, va commencer à ressembler réellement à un sinus. Donc, on est réellement capable de recréer un vrai sinus à partir de ça. Donc, c'est juste au niveau de la filtration. Donc, on va souvent ajouter une inductance de filtration pour pouvoir ramener notre sinus de façon parfaite. Les autres types d'onduleurs. Il en existe une multitude. On va voir les principaux. Et après ça, ça va pas mal faire le tour de nos objectifs à atteindre.
Donc, ici, on va effacer ce qu'on a là. Le premier type d'onduleur, le plus simple de tous. Okay? Puis on part, encore une fois, on utilise le circuit HR 4 cadrans pour pouvoir faire tout ce qu'on veut. Pour les 3 premiers qu'on va avoir vus. Il existe d'autres types de circuits, mais on ne s'attardera pas nécessairement à ces niveaux-là, puis vous verrez pourquoi. Donc, je vais me tracer un beau graphique, comme ceci. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Le premier type d'onduleur va nous donner une tension qui va ressembler à ça ici. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un HR qu'on utilise avec un ratio D est égal à 0,5. Et si on n'est pas trop critique, ben on peut dire que ça simule un certain sinus, comme ça. Et on peut assumer que notre fonction carrée, en réalité, est un sinus. Bon, ce que ça va nous donner des harmoniques, donc des défauts dans notre courant qui sont horribles. Mais dans certains cas, ça ne sera jamais problématique. Si c'est les petits onduleurs cheap que vous avez souvent dans la voiture, que vous connectez dans la prise 12 volts, les petits onduleurs Mastercraft qui sont en spécial à 39,99 chez Canadian Tire à 95% de rabais une fois par année. En général, ça va être des onduleurs de type rectangulaire. Donc, ça ici, on va l'appeler le rectangulaire. C'est le plus simple d'utilisation, naturellement, parce qu'en réalité, c'est juste un HR à laquelle on ajuste la fréquence de coupure à la fréquence du signal désiré. Donc, F égale 1, FC est égal à F désiré. Et on va sortir de ça que notre tension de sortie, donc Vout, est égal à 2 racine de 2 Vin sur I. Okay, donc, en réalité, ça va nous donner un sinus techniquement qui dépasse légèrement sa valeur crête lorsqu'on va vouloir l'estimer. Okay, sa valeur crête dépasse techniquement légèrement comme ça. Donc, c'est aussi un des onduleurs qui va nous permettre d'obtenir la plus haute tension de sortie par rapport à la tension d'entrée sur tous les types qu'on va avoir disponibles pour nous. Cependant, la reproduction, comme je vous dis, est extrêmement pourrie. Et aussi, vous pouvez voir ici, ma tension de sortie dépend de 2, de racine de 2, de Vin et de Pi. Il ne dépend que Vin. Donc, si j'ai une tension d'entrée de 24 volts, ben, ça va me donner une tension Vout d'une valeur fixe. Et si j'ai besoin d'une tension alternative plus faible à la sortie, donc ça va être impossible de le faire. Okay? Donc, le Vout ici qu'on trouve, c'est une valeur efficace. Il est important de prendre ça en note. Le prochain onduleur s'appelle l'onduleur à créneau. On s'est inspiré de l'onduleur rectangulaire en se disant que l'onduleur rectangulaire n'était pas parfait parce qu'il ne nous permettait pas d'ajouter la tension. Oui, il y a des défauts en termes de qualité, mais ça, on peut très bien vivre avec. Le plus gros problème, à notre avis, pour l'instant, est de dire, mon deuxième onduleur, ici, il ne me permet pas de modifier la tension, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de qualité. Donc, à créneau, on va tout simplement faire comme ça, et comme ça, comme ça, et comme ça. Okay? Donc, notre période totale, ici, est long comme ça. Donc, quand on parle de créneau, on va parler d'un certain angle alpha. OK? Donc, lui, il va avoir un angle d'ajustement qu'on va appeler alpha, que je vais placer ici, comme ça. OK? Donc, notre alpha, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le délai que j'ai ici en avant de mon créneau et à l'arrière de mon créneau. Et donc, cet angle
cet angle alpha-là ne peut pas dépasser 90, étant donné qu'il est là 2 fois sur chaque créneau, en réalité, donc en avant, en arrière. Donc, si je fais 4 fois 90 degrés, ça me donne 360. Donc, ça veut dire que mon créneau va avoir une valeur de 0. Ce qui va nous donner que notre tension de sortie, en réalité, on va pouvoir l'ajuster en ajustant la largeur du créneau. Donc, notre tension de sortie dans cette fois-ci va être de VA égale à 2 racine de 2 fois Vin sur pi. Donc là, je vais mettre le sur pi en dessous, mais on va faire fois cos alpha. Comme ça, il ne faut pas que j'oublie mon sur pi. Donc, si on regarde cette formule-là et la formule du rectangulaire, vous pouvez voir que c'est exactement la même formule, mais avec un cos alpha. Et donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que lorsque cos est égal à 1, cos de 0, c'est égal à 1. Donc, lorsque mon cos est égal, mon angle alpha est à 0, ça me donne un onduleur de type rectangulaire. Et lorsque mon cos est égal à 90, la valeur est égale à 0. Et je ne peux pas utiliser alpha plus grand que 90. Donc, ça me permet de varier la tension de sortie de la valeur de l'onduleur rectangulaire jusqu'à la valeur de 0, ce qui est relativement pratique. Cependant, on demeure encore avec une piètre qualité de sinus, étant donné que notre reproduction théorique va ressembler à quelque chose du genre. Okay? Moi, je le fais comme un sinus, mais en réalité, on n'a aucune qualité parce qu'on ne sait pas, il y a juste un bond à chaque impulsion. Donc, au niveau de reproduction du sinus, on n'ira pas maximiser nos équipements. Mais lorsqu'on n'a pas besoin de qualité, ça peut très bien faire le travail. Prochain type d'onduleur, on va appeler l'onduleur en escalier. L'onduleur en escalier, la stratégie est très simple. C'est on va recréer un sinus. Je vais changer de couleur. On va aller en rouge. On va recréer un sinus en faisant des marches d'escalier. Comme ça. Ce type d'onduleur-là est très efficace parce que il y a beaucoup moins de variations de tension brusque dans le signal alternatif et notre production, vous pouvez le voir, est rapidement facile à suivre. On est rapidement capable de dire, ben, mon sinus il passe là comme ça. Donc, on a une reproduction qui est de plus en plus réelle. Une fois filtré, on a un sinus quasi parfait. Cependant, au niveau de l'électronique de commande, on ne peut plus utiliser un circuit de HR4 cadrans pour faire ça. Pour faire ce circuit-là, on doit avoir des circuits beaucoup plus complexes. Donc, des circuits à étages pour nous donner différents types de tension. Et ce circuit-là, je ne rentre jamais dans le détail avec parce que c'est extrêmement lourd, c'est des grosses équations, puis ça ne nous sert pas vraiment plus qu'il faut, autre que de savoir que ça donne une bonne qualité. Okay? Donc, c'est de savoir qu'ils existent, mais on ne travaillera pas avec dans le cadre de l'évaluation parce qu'ils sont beaucoup trop compliqués pour rien, pour ce qu'on a besoin de voir. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les MLI ici, qu'on a déjà vu. Donc, notre MLI, comme on avait dit, c'est un signal qui va devenir de plus en plus large pour devenir de moins en moins large pour aller dans le négatif. Dans le négatif, aller de plus en plus large. Et ainsi de suite, et revenir à pas grand-chose. Okay, donc, nous donner une tension de sortie qui suit à peu près notre onde comme ça. OK? Donc, ça, on a déjà vu. Donc, notre MLI, on a notre V-out. Donc, notre V-out, en réalité, va se trouver avec notre fonction D de T est égal à M sin de 2 pi ft plus alpha. Donc, ça, c'est un beau petit tableau à se faire comme feuille de notes, idéalement. Là. Ça nous aide à bien s'en rappeler, puis surtout d'avoir toutes nos équations qui sont disponibles. Donc, ça, c'est le bout de la théorie. Je ne me rendrai pas plus loin
avec cette théorie-là, avec les onduleurs. Je pense qu'on a une bonne idée de comment ça fonctionne. OK? On n'entrera pas non plus dans les onduleurs triphasés, qui vont être notamment utilisés dans les drives. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'en réalité, un onduleur triphasé, tout ce que c'est un onduleur MLI à laquelle, au lieu d'avoir une fonction d de t, j'ai trois fonctions d de t. D1 de t, D2 de t, D3 de t, qui représentent chacune de mes phases. Et donc, si D1 de t est égal à M sin 2pi ft de 0 d'angle de déphasage, D2 de t va être égal à la même chose, M sin de 2pi ft plus 120 degrés. Et notre fonction D3 de t va être M sin de 2pi ft plus 240 degrés. Donc, on déphase de 120 degrés nos trois phases qu'on vient recréer et on vient de se créer un triphasé. Donc, c'est pas vraiment plus compliqué, c'est juste qu'on ne rentrera pas dans le circuit tout de suite. De toute façon, on va repasser sur cette matière-là dans le cours d'électronique de puissance, dans le cours de commande électronique de machine. Donc, de façon générale, on s'arrête ici, puis je vais maintenir ça un petit peu. Donc, dernier problème complet du cours, en réalité. Donc, pour moi, c'était un petit peu l'objectif de ce cours-là, c'est de se rendre au problème final, qui va souvent être, j'ai une source de 120-208 pour faire changement, 220-208 volts, 60 Hz. Et je dois alimenter un moteur alternatif européen de 230 volts AC, 50 Hz. Quelle est la solution? Donc là, ici, il n'y a aucun moyen de tricher sur cette question-là, dans le sens où je ne peux pas prendre ma source ici. On va prendre ça comme ça. Je ne peux pas prendre ma source, prendre un transfo et transformer le 120-208 en 230 volts, parce que je ne respecterai pas la différence de fréquence qu'il y a entre les deux appareils. Donc, je dois forcément convertir. Et pour convertir un signal de tension différente et de fréquence différente, je n'ai pas le choix de faire au minimum deux transformations. C'est-à-dire, mes deux transformations étant de transformer ma tension alternative en tension DC et de retransformer ma tension DC en tension alternative. En faisant ça, je vais pouvoir alimenter ma charge, mon moteur ici. Et donc, ce que je dois faire, c'est que je dois au minimum utiliser un redresseur et un onduleur. Je fais une petite parenthèse, je ne suis pas revenu là-dessus. Les onduleurs qu'on a vus il y a à peu près 5 minutes, donc rectangulaire, à créneau, je ne suis pas revenu là-dessus parce que ça m'a sorti de la tête. Ce sont tous des onduleurs qu'on dit autonomes. Donc, on avait vu au début avec les redresseurs à thyristors qu'on avait des onduleurs de type non autonome, qui étaient des onduleurs qui dépendaient de la source d'alimentation pour pouvoir fonctionner, donc pour faire de la régénération. Tandis que les derniers onduleurs qu'on a vus sont vraiment des onduleurs qui sont autonomes. Donc, je peux les brancher tout seul dans le champ. Ils vont créer leur propre fréquence, leur propre réseau. Donc, c'est pour ça qu'on les dit autonomes. Juste pas qu'on passe à côté de ça. Donc, maintenant, on va résoudre ce problème-là de deux façons différentes, juste pour se démontrer qu'il existe plusieurs façons de gérer un problème. Et c'est toujours un petit peu à nous d'essayer de choisir, là, comme on faisait dans les problèmes précédents, le bon type de redresseur, le bon type d'onduleur ou le bon type de convertisseur tout simplement. Ce que je sais, j'ai un moteur de 230 volts AC en sortie. Donc, ici, ma charge, 230 volts AC. La première information que je vais aller chercher, c'est son Vmax. Donc, le Vmax de 230 volts, pour moi, c'est une information qui est pertinente à savoir rapidement. Donc, 230 fois racine de 2 donne environ 325 volts.
max. OK, pour mon Vmax. Bon. Maintenant, ça veut donc dire que ça me prend une tension. Si j'utilise un onduleur de type Émilie, on a dit que l'une des règles pour utiliser un Émilie est que notre tension ici à la sortie, max, doit être égale au minimum ou inférieure à la tension CC. OK? La tension CC ici sur le pont CC. Okay? L'expression pont CC, vous allez l'entendre souvent, c'est la section, lorsqu'on utilise un assemblage redresseur-onduleur, c'est la section qui est en pont continu ici. Donc, on appelle ça un pont DC. Okay? Donc, notre pont DC ici doit être au minimum à 325 volts si je veux utiliser un onduleur de type Émilie, ou légèrement inférieur si j'utilise un type rectangulaire. J'aurais juste besoin de prendre, par exemple, ma tension, de prendre ma formule, E moyen est égal à 2 racines de 2 fois Vin sur pi pour réussir à trouver ma valeur. Dans ce cas-ci, on va choisir d'y aller avec un Émilie unipolaire. J'aurais pu prendre n'importe lequel. On va commencer avec celui-là. Émilie unipolaire. Si je prends Émilie unipolaire, ça veut donc dire que, au minimum, la tension de mon pont DC ici doit être égale à, donc VDC ici, doit être égal à 325 volts, au moins. Okay? Pourquoi ceci? Parce qu'on sait qu'avec un MLI unipolaire, ou un MLI tout court, M est égal à Vmax, Voutmax sur Vin. Et ça ne peut pas dépasser 1. Donc, de ça, j'ai trouvé que si M égale 1 et que Voutmax égale 325, donc Vin est égal à 325. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai une source 120, 208 de ce côté-ci. Et donc, j'ai besoin de redresser ça pour obtenir une certaine valeur ici en sortie. La question est, est-ce que je suis capable de le faire? On se doute déjà, on a 208 volts en entrée, on doit obtenir 325 en sortie. Donc, on va devoir analyser fortement qu'est-ce qu'on doit faire, mais est-ce que c'est possible d'obtenir une tension de DC supérieure à 325 volts? C'est pratiquement impossible, étant donné que même si on allait chercher la valeur maximum crête dans notre 208 volts, c'est encore inférieur à 325. Qu'est-ce que je dois déterminer dans une situation comme ça? Je dois déterminer que j'ai besoin d'un bloc supplémentaire à mon système en ce moment. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon bloc ici. Et je vais venir le déplacer comme ça. Je vais prendre ça ici. On se raccourcit. Donc, ça comme ça. Et je vais avoir un nouveau bloc ici, qui est un convertisseur CC à CC. On va appeler un HR. Et voilà. Donc, la première étape est, maintenant que j'ai trouvé que ça me prend 325 ici, combien j'ai besoin ici, ça va dépendre de mon redresseur. Étant donné qu'on est plus faible, moi, personnellement, je préconiserais d'essayer d'utiliser le redresseur le plus efficace qu'on connaît. Et est-ce qu'on va avoir besoin d'un redresseur qui peut être variable? Donc là, on peut regarder, notre source, c'est quoi? C'est un moteur alternatif européen de 230 volts. Et même si je voulais varier sa tension, je pourrais le faire avec mon onduleur ici, mon onduleur Émilie. Donc, j'aurais tendance à dire que mon redresseur n'a pas besoin d'être variable. Et donc, je vais utiliser un redresseur à diode. Et je veux utiliser le plus efficace que je connais. Le plus efficace que je connais, c'est le double alternance triphasée. Et donc, mon double alternance triphasée, ça va me donner une formule. La formule suivante, c'est que son V moyen est égal à 0,955 fois V max ligne. Je pense que c'est ça. Il faut que je vérifie dans mes notes.
Je ne connais pas la formule par cœur quand je suis rendu là. Donc, juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de les connaître, vous avez juste besoin de savoir dans vos notes à quel endroit elles se trouvent. Donc, d'avoir un tableau en général, ça fait bien. Donc, 0,955 fois racine de 3 fois racine de 2 fois la tension phase 2. Donc, 0,955 fois Vmax ligne ligne. Ce qui me donne, donc, je vais trouver V moyen est égal à 208 fois racine de 2 fois 0,955. Donc, V moyen est égal à, normalement, ça tourne autour de 282 volts de mémoire. 208 fois 0.41 fois 0.955, 282 volts DC. Donc, le V moyen qu'on vient de trouver ici se trouve à devenir notre tension ici. Donc, maintenant, j'ai besoin d'un HR qui me permet de passer 282 volts à 325 volts. Est-ce qu'on connaît un circuit qui fait ça? Absolument. Le plus simple étant le HR sur voltaire. Donc, on va utiliser un HR sur voltaire. Et donc, on sait d'un HR sur voltaire que Vout est égal à Vin sur 1 moins D. Le seul inconnu qu'on a là-dedans, c'est D. Donc, l'ajustement de notre HR sur voltaire. Donc, on va trouver que D est égal à Vin sur... je ne peux pas faire ça. On va trouver que 1 moins D est égal à Vn sur Vout. Et donc, D est égal à 1 moins Vn sur Vout. Bon. Donc, ça, je peux le faire et le calculer rapidement. Donc, 1, je peux faire 1 moins 282 sur 325, ce qui me donne 0,13 comme ratio. Et donc, j'ai résolu mon problème. La résolution de mon problème, qu'est-ce qu'elle me dit? La réponse que je m'attendrais à ça, c'est de voir la démarche que vous avez faite là, d'être capable de me dire, j'utilise un redresseur à diode, double alternance triphasée, donc voici la formule que j'ai utilisée et la tension moyenne en sortie, à ce point-là. Par la suite, j'utilise un HR de type sur voltaire, avec la formule qui est là, ce qui me donne un ajustement, ça me prend son D égal à 0,13 pour pouvoir me donner une tension de 325. Par la suite, je prends mon 325 et j'utilise un onduleur Émilie unipolaire. Et donc, lui, sa formule me donne que je vais devoir l'utiliser avec un M est égal à 1. Donc, mon D de T de mon unipolaire va être égal à M sin. Donc, M est égal à 1, donc va être égal à sin de 2 pi 50 T. Et donc là, vous avez au complet votre circuit. Je pourrais être vilain et tout simplement vous demander de me le dessiner. Dessiner ce circuit-là, ça pourrait être un beau petit plaisir parce que ça commence à faire une belle emmanchure, mais c'est rien de trop compliqué. Donc, je vais le faire juste pour qu'on puisse assir ce qu'on connaît comme il faut. Donc, ici, je vais effacer ça. Donc, mon circuit, j'ai un redresseur à diode double alternance triphasé. Donc, en partant, ça comme ça comme ça, ça comme ça. Et de l'autre côté, ça comme ça.
Ça comme ça comme ça. Donc, j'ai mon redresseur à 6 diodes. Ici. Par la suite, on dit que je rentre dans un hacheur. Donc, un hacheur sur volteur. Donc, là, je pourrais décider mon hacheur sur volteur, dire, voilà, ça c'est ma source d'alimentation. Donc, j'ai une inductance, j'ai un interrupteur ici. Après l'interrupteur, j'ai une diode. J'ai un condensateur. Comme ça. Donc là, rendu au point ici, techniquement, j'aurai une tension de 325 volts. Et maintenant, je passe dans un onduleur. Un onduleur Amélie, c'est quoi? C'est un hacheur à 4 cadrans à laquelle j'applique une fonction des dotés. Donc, mon hacheur 4 cadrans, ici, ça va être une porte, deux portes, ma charge dans le milieu, et ainsi de suite. Et donc là, je pourrais essayer d'être un petit peu, faire un peu de flafla. Donc, faire ça ici, comme ça, pour diviser mes trois blocs. Comme ça. Et maintenant, je retrouve que j'ai mon redresseur. Ici, j'ai mon hacheur ici, et j'ai mon onduleur ici. Et ce que j'ai déterminé initialement dans le problème, c'est tout simplement les différents niveaux de tension que je trouvais en sortie. Donc, je trouvais que j'avais ici, par exemple, donc ma tension ici à la sortie est rendue de 282 volts. Je passe dans un hacheur sur volteur, donc ma tension de sortie ici monte à 325. Et une fois rendu à l'intérieur de mon hacheur, j'obtiens une tension de 230 volts AC, 50 Hz. Et voilà, mon problème est fait. J'ai mon circuit. Euh, ça, c'était une des solutions que je pouvais utiliser. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre type d'onduleur, n'importe quel autre type de redresseur, utiliser un hacheur sur volteur avec un degré plus élevé pour pouvoir augmenter ma tension, tout simplement. Toutes les réponses sont bonnes. Ce que je veux quand je vous donne ce genre de problème-là, c'est que vous m'indiquiez quel circuit vous utilisez. Quand je dis redresseur, c'est redresseur à diode, double alternance, triphasé, que vous mettiez la formule que vous utilisez pour trouver le niveau de tension intermédiaire de votre problème. Puis après ça, votre problème est résolu. Naturellement, tous les ajustements que vous avez besoin de mettre. Donc, si c'est un unipolaire, un MLI par exemple, ben, ça me prend le M, ça me prend le F, ça me prend le alpha, s'il y en a un. OK? Normalement, on n'en verra pas. Donc, euh, c'est un petit peu comme ça qu'on va le faire. Donc, les exercices vont tourner autour de ces questions-là. Vous voyez l'exemple qu'on vient de faire là comme étant la master question de ce cours-là. Donc, c'est aussi compliqué que ça, et c'est aussi peu compliqué que ça à la fois. C'est juste de prendre les connaissances qu'on a acquises dans les dernières semaines et de les assembler ensemble pour pouvoir pour pouvoir vraiment résoudre tous les problèmes qu'on va rencontrer au niveau de l'alimentation de n'importe quelle charge en fonction de n'importe quelle source. Ça, bon travail!